Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'Hebdo et merci de votre fidélité. L'Hebdo de François en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Et puis ravi aussi de vous présenter nos éditorialistes. On va commencer par Anastasie. Bonjour Anastasie. Bonjour. Anastasie Tudièche qui nous vient aujourd'hui. On lui souhaite tous la bienvenue pour Africa numéro 1. On est très content de l'avoir à nos côtés. Un peu moins de ne plus voir Francis Laloupeau qui est happé par d'autres tâches professionnelles et qui nous reviendra peut-être un jour. Mais Anastasie, bienvenue. Et vous allez voir, ici, on vous respectera, vous serez heureuse, vous pourrez vous exprimer tant que vous voulez. Si jamais Éric Zemmour vous empêche de parler, vous me le dites. À côté d'elle, Luc Laventure, le directeur de l'antenne et des programmes de RFO et de François. Bonjour. Bonjour. Bon, il est déjà venu dans l'émission. Aujourd'hui, Dominique Volton, décidément, on n'a pas de chance. Il est bloqué à Berlin, la neige, pas d'avion. Donc, Dominique ne sera pas là, mais vous inquiétez pas, il viendra, j'espère, la semaine prochaine. De l'autre côté de la table, Éric Zemmour du Figaro, toujours fidèle au poste. Hein. Comme tous les petits, vous êtes petits comme moi, on s'accroche. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Et puis à côté, le sémillant jeune homme, Nadir Djenad de Beurre FM. Bonjour. Bonjour. Le gendre idéal. Et qui a eu cette expression? Anastasie tout à l'heure. C'est quand même sympa. Hein. Il y a des gens gentils avec vous. Hein. Alors, notre adresse mail. hebdofranço@rfo.fr hebdofranço@rfo.fr. Voilà, ça doit s'afficher, c'est affiché sur l'antenne. Vous pouvez nous complimenter ou même nous disputer, ça arrive. On essaie toujours de répondre et on est très heureux de recevoir vos mails. Au sommaire de cette édition, bien entendu, on va commencer par la Guadeloupe. On en a déjà parlé la semaine dernière, mais il y a beaucoup à dire. Nous parlerons aussi des élections israéliennes, du résultat des élections israéliennes et du voyage surprise de Nicolas Sarkozy en Irak et au Proche-Orient. Tout d'abord, la Guadeloupe. Alors, Yves Gégaud est revenu sur l'île hier ou avant-hier, je crois, je ne sais plus très bien, mais beaucoup ont interprété son premier départ, qui a été très controversé, comme une forme de mépris. Alors, Nadir Djenad, j'ai un peu envie de vous demander, ce retour est-il de nature à dissiper un malentendu ou un sentiment d'humiliation des Guadeloupéens? Non, pas vraiment. Yves Gégaud a présenté des excuses au patronat et au collectif de partis, d'associations, de syndicats qui mènent actuellement la lutte sur place, mais cela n'a pas visiblement ramené le calme. La crédibilité d'Yves Gégaud a été un peu affecté parce qu'en fait il est revenu presque les mains vides. Sur place à la Guadeloupe, le Premier ministre François Fillon a refusé d'engager l'État dans les discussions, dans les négociations, notamment à propos des 200 euros. Exactement, à propos des 200 euros. Donc il est revenu presque les mains vides et ça n'en a pas suffi à ramener le calme. Il y a des signes de la tension sur place. Tout d'abord, la présence des gendarmes est renforcée. Ce qui, je pense, est inquiétant. Ce qui est jamais bon signe. D'autre part, une note à l'attention d'Yves Gégaud, qui a été remise récemment et qui a été rendue publique, risque de mettre de l'huile sur le feu, à mon avis. Cette note montre que les compagnies financières, finalement, les compagnies pétrolières n'arrivent pas, enfin, se font beaucoup d'argent sur le dos des consommateurs, et que il y a un gonflement anormal. Cette note accable le dispositif actuel de fixation des prix par les préfets. Donc il y a tous ces éléments qui indiquent que le mouvement va se radicaliser, à mon avis. Alors, Éric Zemmour, oui, allez-y, parce que je vois que vous vouliez dire un mot là-dessus. Vous allez me donner la parole, donc j'écoutais ce que dit Nadir. J'ai toujours pas compris cette histoire de mépris, parce qu'il partait. J'ai trouvé ça un peu dérisoire. Il est rappelé par son Premier ministre, donc évidemment, il quitte. Je sais qu'il avait dit qu'il resterait. Mais il a mal géré la communication, à mon avis. Je sais, mais il est arrivé trop tard, et ensuite il a dit qu'il partirait plus. Donc les gens ont l'impression qu'il partait en catimini. Il n'est pas parti en catimini. Les gens ont eu l'impression qu'il partait en catimini. De toute façon, aujourd'hui, on part jamais en catimini avec les télés qui vous suivent partout. Ça n'existe pas. Donc, il a été. Non, mais il faut expliquer pourquoi il est rentré. Tout simplement parce qu'il a été pris à. Donc, c'est exactement ce que disait Nadir, c'est que le gouvernement et François Fillon ne veulent pas donner 200 euros d'augmentation, ne veulent pas, même en échange, comme le MEDEF local l'avait compris, en échange de réduction de charges sociales, tout simplement pour des raisons évidentes qui sont, si on donne 200 euros aux Guadeloupéens, on donnera 200 euros aussi à l'ouvrier de Dunkerque ou de Marseille, et deux, par rapport, il faut toujours voir que la Guadeloupe c'est toujours à double battant, c'est battant métropolitain et battant régional, c'est-à-dire
c'est-à-dire que ça va accroître encore, on a déjà eu cette conversation 50 fois ici, le décalage entre une Guadeloupe riche, avec tous les guillemets du monde, par rapport à la région. Évidemment à son environnement, et qui pose un vrai problème de compétitivité. Mais on a déjà eu cette discussion 100 fois, le décalage est terrible. Deuxièmement, j'ai l'impression, alors... j'ai un peu travaillé dessus. Du coup, c'est intéressant. Du coup, on a des renseignements sur ce qui se passe, etc. Sur la Guadeloupe. Alors que en métropolitain, on s'en occupe jamais. C'est ridicule et c'est bien de dommage. reconnaître. Non, mais c'est vrai. S'occupe rarement de l'outre-mer. Oui. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc, et là, du coup, c'est intéressant. Deux choses. D'une part, apparemment, tous ceux que je lis, tous mes interlocuteurs qui m'envoient des choses et tout, me disent les revendications sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas avec les syndicats et tout précisément, il y a des problèmes de concentration excessive, de pas assez de grande concurrence, de vie trop chère, etc. Et en même temps, ce qu'on me dit, c'est que manifestement, il y a dans les collectifs, et en particulier la figure emblématique de ces collectifs... Et une motard, oui. Exactement. J'ai appris, par exemple, qu'ils ne s'adressent qu'en créole aux représentants de l'État. Ils refusent de s'adresser en français. Donc manifestement, il y a une volonté de cercles indépendantistes, marxo-indépandantistes, de récupérer, oui, parce qu'ils sont à la fois de culture marxiste et indépendantiste. C'est pas une insulte, c'est leur grille de lecture idéologique. Donc, une manifestation, il y a une volonté de récupérer et de porter ce mouvement à incandescence. Aller au bout, quoi. Voilà. Alors, Anastasie, on écoute Éric Zemmour. En gros, ce qu'il nous dit, c'est le gouvernement ne peut pas céder sur les 200 €, sauf à remettre en cause les équilibres sociaux. Et 2, l'ultra-gauche en Guadeloupe est en train de prendre la tête ou d'organiser cette grève générale qui concerne pratiquement un quart de la population. Vous partagez ce point de vue, vous ? Moi, ce que je me dis, à la fois en entendant ce que dit Eric et ce que je reçois aussi avec les interlocuteurs d'Africa Numéro 1, j'ai en tête plutôt le climat, comment vous dire, social, voire racial, qui sous-tend cette question et dont on parle avec beaucoup de pincettes. Je pense à cette sortie d'un Béquet disant que voilà, on ne se mélange pas on va en reparler tout à l'heure. C'est la phrase d'Alain Huyghe des Pointes. Qu'on ne se mélange pas et que voilà, les choses sont bien comme ça, chacun reste dans son coin. Moi, je crois que si de tels propos viennent parler d'une façon de penser générale, et il donne un éclairage particulièrement intéressant de la situation. On peut difficilement faire l'impasse sur le fait que voilà, la Guadeloupe a une histoire particulière avec la France et qu'elle a une situation géographique particulière. Nous parlons quand même d'un endroit, d'un lieu de cocagne, d'une espèce de paradis où on peut... c'est une anecdote, mais c'est une anecdote qui m'a frappée. Dans les cantines en Guadeloupe, on ne mange pas, on ne consomme pas, les enfants ne consomment pas de fruits et légumes pays. On mange des pommes de terre à la place de la patate douce. Et on parlait des différents problèmes. Ce sont des lieux où il y a une obésité galopante, liée justement à des problèmes d'équilibre entre ce que sont les Guadeloupéens et le plaquage de ce qu'est la France en Guadeloupe. Les Français, certes, mais pas tout à fait comme les autres, finalement. Oui, et pourquoi pas Il y a l'éloignement géographique qui joue aussi. Alors, Luc Laventure, qui est un grand Martiniquais devant l'éternel, va nous parler un peu de la Guadeloupe. Voilà, ça c'est une l'assignation à résidence ethnique. Voilà, ça c'est la réaction du blanc basique. Non, du journaliste. Voilà, il est, justement, mais il peut être intelligent. Ça existe des blancs intelligents. Donc, il est martiniquais, etc. Ben, justement, je ne ferai pas la différence entre Martinique et Guadeloupe, je dirais autre chose. Et en termes d'image, je pense qu'il y a quelque chose qui m'interpelle en tant qu'homme d'image. Je pense qu'on est dans un problème d'image en Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que alors, c'est vrai qu'Éric, tout le monde a parlé d'économie et même de nutrition avec intelligence, bonheur et efficacité. Mais je pense que le fond du problème, selon moi, est un problème de malaise identitaire. Oui, et c'est un problème d'image. Ce n'est pas innocent que la grève ait commencé en Guadeloupe lors de la cérémonie d'investiture d'Obama. Personne n'en parle. Alors que je pense que c'est très très important. Ce qui m'a frappé, en tant que patron des antennes à RFO, c'est que il y a une espèce, pas d'engouement, mais pratiquement tous les journalistes antillais voulaient aller participer à la cérémonie d'investiture d'Obama. Ça veut dire que pour la première fois, alors que
on taxait d'endormissement les Antillais. Pour la première fois, les mecs disaient, putain, négro, un nègre, donc dans la foulée de Césaire et de tout cela, etc., pouvait prendre la tête d'un pays qui était jusqu'à présent dominé historiquement par les Blancs. Et c'est intelligent. Et la deuxième chose de l'expérience Obama, pour la première fois, on s'apercevait qu'on dépassait le cadre ethnique parce qu'un nègre arrivait à agglomérer toutes les communautés juives, hispanophones, etc., etc. Et on est dans un effet de dissymétrie avec Obama, qui a quand même fasciné l'ensemble des Antillais. Et je pense que c'est important. Donc, on a un problème d'image, et je mets cela dans un réflexe identitaire, mais dans un réflexe identitaire d'image. La deuxième chose, aux Antilles, et je le sais parce que nous sommes en train de préparer la TNT, l'arrivée de la TNT Outre-mer, on s'aperçoit que l'irruption de toutes les chaînes ont fait que la Guadeloupe et la Martinique sont concentrés de mondialisation et de distorsion, là encore dissymétrie, au niveau de la mondialisation. Nous sommes un petit pays, la Guadeloupe, nous sommes un petit pays, la Martinique, et on nous voit partout. Et on a un effet miroir qui n'est pas seulement miroir des réalités locales, mais nous faisons irruption sur la scène nationale et nous faisons irruption sur la scène internationale, à tel point que même Yves Gégaud s'est trouvé piégé dans cette affaire, c'est-à-dire que quelque chose qui pouvait passer il y a quelque temps comme, allez, 200 €, on n'en discute pas, etc. Mais comment gérer ce problème, j'allais dire, ce bordel, sur le plan national? Je vais, pardon, je vais jusqu'au bout. Troisième élément. On dirait Volton. Oui, c'est... Bon, je ne retiendrai pas cette remarque, mais c'est un peu long, oui. C'est un peu long. Dernier élément, ensuite Nadir Djenad veut la parole. L'histoire des béquets et l'histoire du... Alors, dans les familles métisses, les enfants sont des couleurs différentes, il n'y a pas d'harmonie. Moi, je ne trouve pas ça bien. Nous, on a voulu préserver la race. Signé Alain Huyghe Despointes. C'est très révélateur. Alors, on va laisser finir Luc l'aventure, que le téléspectateur sache de quoi on parle, quoi. C'est cette déclaration qui a été très médiatisée. Alors, tout le monde connaît les histoires des béquets à la Martinique, tout le monde connaît les histoires des béquets en Guadeloupe. Il n'y a pas d'ailleurs de béquets en Guadeloupe, et on le dit très bien, en tout cas pas comme elle est structurée à la Martinique. Eh bien, ça a eu un effet complètement désastreux parce qu'on mettait au grand jour quelque chose que tout le monde acceptait de façon, j'allais dire, de façon rampante. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, on s'aperçoit que derrière ce problème faussement économique, il y a un problème de mentalité, de posture. Marie-Josée Ali le dit très bien dans une tribune libre. On s'aperçoit de quoi, effectivement, que les béquets sont dans une stratégie qui a toujours été celle du monde capitaliste, c'est comment faire de l'argent en achetant, en vendant, etc. Les Antillais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu à prouver, avec des gens comme Césaire, avec les médecins, etc., dans une posture de « je veux une reconnaissance » et la reconnaissance par l'intelligentsia. On a beaucoup de docteurs, on a beaucoup de machins, on a beaucoup de chefs d'entreprise. Voilà. Alors, Nadir Djenad, qui veut dire un mot, ensuite Éric Zemmour, vous aurez la parole. Moi, je dirais que cette question identitaire et raciale est vraiment capitale quand on analyse le conflit actuellement, parce qu'imaginez le ressenti de la population à 90% noire, descendante des esclaves, et qui subit l'hégémonie des descendants de ceux qui les fouettaient encore il y a 160 ans. C'est tout à fait symbolique. Et cette situation crée, en fait, cette sous-représentation crée des malentendus et un sentiment d'injustice. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la Guadeloupe est jalonnée de révoltes. Comme cela, par exemple, en 1961, il y a déjà eu des troubles indépendantistes. Il y a eu 67 avant 68. Exactement. Avant 68, tout de suite, 67, en 1961, un mouvement indépendantiste voit le jour, un mouvement indépendantiste guadeloupéen, dans un contexte de décolonisation en Afrique, on l'a vu. Vous parlez de mai 67, mais avant mai 67, il y a eu mars 67, où la ville de Basse-Terre se révolte.
je me suis renseigné, la ville de Basse-Terre se révolte après l'agression dont était victime un cordonnier noir. Donc cette situation, il y a une tradition de lutte, mais à chaque conflit social, la fracture raciale réapparaît. Alors, on va poser la question à Éric Zemmour. Ah, mais parce que je voudrais poser la question parce que sinon j'ai attendu mon tour. Oui, allez, attendez votre tour. Je voudrais dire à Luc Laventure que ça m'étonne de sa part d'une telle naïveté quand il dit c'est incroyable, la grève a été lancée le jour de l'investiture d'Obama. Vous nous la baillez belle, comme on disait au XVIIe siècle, c'est fait exprès. Évidemment. Ils sont pas fous. Notre syndicaliste de l'UGT, il a fait exprès. C'est un coup médiatico-politique. C'est pas le complot, mais arrêtez. C'est pas parce que... Vous pensez pas qu'il y a eu un espoir suscité par l'élection d'Obama qui s'est exprimé au sein de la population complètement? C'est deux choses différentes. Qu'il y ait dans les populations noires de par le monde une espèce de fascination... Et en Guadeloupe, singulièrement, puisqu'on en parle. Une espèce de fascination pour le succès d'Obama, un effet revanche, etc. Pas revanche, espoir. Non, pas revanche. Je pense, si vous voulez. Non, mais pareil. Moi, je pense que c'est revanche espoir. Mais bon, peu importe. Éric, est-ce que je peux t'interrompre pour 2 secondes? Bien sûr. Pour venir je ne le fais jamais, bien sûr. Luc, vous laissez pas déstabiliser. Non, pas par Éric. Non, ce n'est pas de la naïveté. Je dis simplement, les commentateurs, rares sont les commentateurs, en tout cas je ne les ai pas entendus, qui ont mis ce parallèle entre... Vous avez raison. Absolument. Mais moi je pense qu'il a fait exprès. Moi, je pense que... vous pensez que c'est une volonté délibérée du dirigeant? Attendez, mais il a une grande habileté médiatico-politique. Je lui rends hommage. Il fait son boulot. Donc, pour moi, c'est pas un hasard. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, pour l'histoire raciale et tout ça... J'ai pas dit raciale. Non. J'ai dit identitaire. Je suis d'accord. La phrase du Despointes, là, il dit ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. S'il n'a pas envie que ses filles ou ses fils épousent des Noirs, il a le droit. Je veux dire, il fait ce qu'il veut. Les autres ont le droit de se mélanger. J'en ai assez. C'est pas parce que pendant des dizaines d'années, on a dit il faut pas se mélanger et que ceux qui se mélangeaient étaient punis entre guillemets. Vous avez bien écouté la phrase? Mais je l'ai lu. On a voulu préserver la race. Mais alors, mais c'est un très vieux mot français, la race. Mon grand-père disait sale race pour la famille de sa femme. C'est un très vieux mot français. Non, mais c'est symptomatique d'une situation. Non. Attends. En même temps, c'est pas vrai. Il y a des inégalités entre une grande partie de la population qui est noire. Sauf que, Luc, c'est ça mieux que moi. Il y a toute une hiérarchie, justement, depuis 2 siècles. Ils n'ont pas cessé de se mélanger. Contrairement à ce que prétend ce monsieur Despointes, parce que justement, la colonisation française, c'est le mélange. Il y a une très belle page de Michelet là-dessus, qui explique la différence de la... Oui, bien sûr. Mais je vais cette histoire de Bikini, je voudrais qu'on remette ça quand même dans une... Moi, je vais vous citer quelque chose qui va peut-être mettre tout le monde d'accord. Non, mais il n'a pas fini, Éric. Alors, Éric, vous voulez finir? Oui, je finis sur Nadir, simplement. Quand il dit il y a une pérennité de la domination des Békés à aujourd'hui, il a raison, mais ce n'est pas qu'en Martinique que ça se passe ainsi. Partout, dans beaucoup de pays du monde, en Algérie, un pays que nous connaissons bien, Nadir et moi, les Arabes ont toujours la domination sur les Berbères depuis à peu près 1000 ans, parce qu'ils les ont vaincus. Je veux dire, il y a des tas de pays où ainsi... Donc ça veut dire qu'il faut l'accepter? Non, je ne dis pas qu'il faut l'accepter. Je dis qu'il faut arrêter de focaliser, vous voyez, de dire c'est mal parce que c'est des Blancs qui dominent là depuis des siècles. Personne ne dit ça, c'est mal parce que des gens souffrent et ne sont pas pris à leur juste valeur. C'est tout. Chère Anastasie, moi je pense que j'en ai assez, ce que je veux dire, c'est que j'en ai assez des discussions sur l'égalité réelle. Moi ce qui compte, c'est l'égalité des droits. À partir du moment où, contrairement aux États-Unis, tout à fait, tout le monde a les mêmes droits, j'en ai assez qu'on se plaigne des inégalités. Les inégalités, c'est la vie. C'est ça que je veux dire. Je peux pas laisser. Alors, on va laisser Luc Laventure. À partir du moment où il y a l'égalité des droits, évidemment. On est bien d'accord. Égalité des droits. Je Luc Laventure. peux pas laisser Éric dire cela parce qu'il a quelque chose. Il a une posture qui me paraît très 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 dangereuse, qui est de dire. Je me réfère à la turpitude de l'autre pour justifier ma propre turpitude. Comparaison n'est pas raison. Non, la nature humaine, c'est pardon. Donc, comme les Berbères, comme les Machèques, comme ça existe, machin, chose, etc. Donc, on va justifier l'inégalité. Non, c'est pas justifié, c'est expliqué. Non, je n'explique rien du tout. D'autant que cette explication n'est pas une bonne explication. D'abord, je ferai remarquer qu'il n'y a pas de béquet. Il n'y a pas la structure béquet en Guadeloupe, où le conflit est beaucoup plus fort par rapport à la Martinique.
Premier C'est élément. paradoxal d'ailleurs. Ça. Justement, et c'est pourquoi je parle d'effet de Donc ça dissymétrie. démolit toute la Et thèse. c'est pourquoi non, mais pas du tout. Mais on pas va du laisser- tout. on va laisser les Et classes deuxièmement, s'exprimer. Elle est pas là, il y en a pas. non, mais pas du tout. On va laisser- Et la deuxième S'il vous plaît. S'il vous chose, plaît. je ne voudrais pas qu'on caricature la notion des béquets comme s'il s'agissait d'une excroissance, une déformation, etc. Puisque j'en connais, je peux en citer, qu'il s'agisse de José Ayotte, j'ai plein d'amis béquets, etc. Et les histoires de race et de mélange ne se posent pas de façon unilatérale Vous dites que la phrase et de façon d'Alain caricaturale. Despointes n'est pas représentative. Donc, absolument. Donc Mais bien mettons sûr, un petit peu de siècles qui se sont mélangés, prenons un petit C'est peu de de l'huile sur le distance. feu au mauvais moment, Absolument. quoi. Donc prenons de la distance par rapport à cela. Mais je pense que je reviens à ma notion d'image. Je pense que le fait que, par exemple, le fait que hier encore, vendredi, tout France Inter consacre des pages spéciales. Mais je La pense rédaction que- s'est déplacée à Pointe-à-Pitre. Absolument. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important également que les autres chaînes de télévision en parlent et créent des pages spéciales. C'est important. Et puis ça traduit quoi en réalité? Cette espèce de malaise, pas identitaire seulement, mais malaise au niveau de la nation française qui n'assume pas son histoire et qui découvre avec effarement un pan de son histoire. Et je pense que c'est important parce que ça permet effectivement de mettre les choses sur la table et d'en parler plus sereinement. Donc on est passé du rationnel, du faussement irrationnel économique à l'irrationnel. Et ce que disait Eric est intéressant parce que même à la télé ou pendant les négociations, certains des négociateurs ne veulent parler que créole. Ce n'est pas un hasard là non plus, et ce n'est pas C'est pas gratuit, oui, c'est sûr. Absolument. Et je pense que effectivement, ce qui se passe ici, c'est une sorte de malaise national, de voir un pan de l'histoire coloniale ressurgir, sans qu'on ait vraiment apporté de... Pourquoi il n'y a pas d'école de commerce véritable Oui, alors aux qu'il y a du Antilles? tourisme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'école hôtelière? Absolument. Oui, On va se il poser y a le des problème. écoles hôtelières, mais Depuis il n'y a peu. pas Depuis très peu. une apparition de l'économie dans le traitement, justement, de la société, ni guadeloupéenne, ni martiniquaise, etc. On a déjà beaucoup dépassé le temps qu'on s'était donné, mais après tout, c'est très important. Et si nous n'en traitons pas, je me demande bien qui le fera. Non, mais attends, ça veut dire quoi que... Vous avez été trop long, Luc. Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler de... On peut voir ça comme ça. On peut dire ça comme ça aussi. C'est une provocation que je fais. J'aimerais quand même poser une dernière question. Non. Le 5 mars, à La Réunion, les organisations syndicales appellent à la grève. La Martinique, ça a commencé. Et quand j'avais réfléchi, je m'étais dit, quand on va parler de la Guadeloupe, il faut poser la question. C'est contagieux, docteur? Attendez, Luc Laventure, je crois qu'il y a Nadir qui voulait dire un mot. Je vous passe la parole tout de suite après. Nadir, pardon. Non, en fait, ce qu'on constate, c'est que le mouvement, d'ailleurs, on en avait parlé ici, il y a eu des émeutes en Nouvelle-Calédonie, après la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Gouverner, la c'est Réunion. prévoir, dit-on. On Il y a a l'impression quand que même, l'on n'a pas vu venir le coup. Hein. Constater que dans les départements et territoires d'outre-mer, il y a vraiment Un bouillonnement. un bouillonnement et que c'est contagieux effectivement, qu'il y a vraiment un bouillonnement. De plus, le président de la République, Nicolas Sarkozy, on a le sentiment qu'il ne prend pas vraiment en compte. On l'a pas entendu sur cette question. On l'a pas entendu. Il paraît que c'est parce que les journalistes lui ont pas posé la question. Non mais Le pas jour où simplement. Nicolas Sarkozy attendra qu'un journaliste lui pose la question pour répondre à la question. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu tort. Je ne Oui, parle pas on a eu uniquement. certainement eu tort. Je ne Oui. parle pas uniquement de l'intervention télévisée, mais il y a, on sait que Nicolas Sarkozy réagit quand il y a des crises, Oui, et pas c'est besoin normal. de question. Là, sur la Guadeloupe, on peut quand même remarquer qu'il est très silencieux. Il a indiqué qu'il parlerait le moment venu, jeudi. Alors, Luc Laventure, on essaie de faire circuler un peu plus la parole, si je puis me permettre. Je passe mon tour. Puis ta parole. Je passe mon tour. Je passe mon tour. il passe son tour. Non, mais ce que je dis, c'est que les Réunionnais sont intelligents. Que font les Réunionnais? Et les Réunionnais se trouvent dans une posture, effectivement, qui est toujours la même, qui n'est pas qu'identitaire. Les Réunionnais disent, c'est bien, maintenant, pourquoi pas nous voilà. Même alors, on peut se poser la question. Donc maintenant, l'ouvrier parisien va peut-être se disent, dire pourquoi pas nous aussi. Il y a plus de ils disent, on ne veut pas plus, mais on ne veut pas moins non plus. Ouais. Mais vous n'avez pas Et l'impression récupère que la mise. le gouvernement est devant un dilemme parce que si, d'une façon ou d'une autre, il donne quelque chose de 100 euros ou autre, je ne sais pas, les gens qui sont au chômage technique en France métropolitaine, qu'est-ce qui va se passer? Ce que je note, moi, c'est que Anastasie. le rapport, ce que je note, c'est que le rapport habituel de la France avec les Antilles est un rapport centre et périphérie. Et que là,
visiblement, le mouvement est en train de s'inverser et qu'effectivement, il se pourrait bien que les Antilles deviennent le fer de lance d'un mouvement qui pourrait gagner la France. Pourquoi? Comme en 67, vous avez dit en 67, on a eu le même phénomène. Voulez-vous laisser Anastasie terminer sa phrase? Et voilà, et voilà que les Antilles deviennent le fer de lance d'un mouvement qui pourrait gagner la métropole. On est en train d'inverser la tendance, oui. Oui. Bon, écoutez, on n'aura pas fait le tour de la question. Les événements vont se dérouler et dans des crises comme celle-là, c'est heure par heure ou en tout cas au moins jour par jour. On est certain de ne pas avoir fait le tour de la question, on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais maintenant qu'on s'éloigne de la Guadeloupe et qu'on aille en Israël. Alors cette semaine, il y a eu des élections. J'ai envie de dire à Éric Zemmour, ces élections semblent poser plus de problèmes qu'elles n'en résolvent vu le résultat. C'est toujours comme ça en Israël. Ouais. C'est-à-dire que 2 juifs égale 3 opinions, c'est ça que vous nous dites. Mais ça c'est une tendance, mais oui, mais en France aussi, en Italie aussi. Le problème il est institutionnel. C'est que le système démocratique israélien est trop démocratique. C'est-à-dire que c'est la 4e République. Donc c'est ingouvernable. C'est la proportionnelle intégrale à la Knesset, qui est le nom du Parlement israélien. Quand on voit les élections israéliennes, on bénit le général de Gaulle. Parce que, vous voyez, on avait ça sous la 4e tout le temps. Donc il faudrait c'est la première. Moi, franchement, je ne comprends pas. À un moment, il y a eu une époque, je crois, il y a 10-15 ans, où les deux grands partis, à l'époque, c'était le Parti travailliste et le Likoud, avaient une majorité totale de quoi changer les institutions. Et ils ne l'ont pas fait. J'ai toujours pas compris. Je vous assure vraiment, je suis sincère. Je pense qu'il faudrait faire une sorte de 5e République, de régime parlementaire rationalisé, scrutin majoritaire à 2 tours, et c'était terminé. Bon, ils le font pas. C'est tout à leur honneur. On peut dire que toutes les tendances peuvent s'exprimer, mais du coup, c'est ingouvernable. Alors, deuxième leçon. C'est ingouvernable, dites-vous. Oui, à cause des institutionnels. Allez-y, professeur. Deuxième leçon. Non, mais deuxième leçon qu'on peut tirer du scrutin. Deuxième leçon, vraiment qui est historique, c'est l'effondrement du Parti travailliste. Le Parti travailliste a fait Israël. Le sionisme est d'abord... Ben Gurion était travailliste. Mais complètement. Ah non, mais vraiment, c'est au-delà de ça même. Je veux dire, le sionisme est d'abord travailliste. Bien sûr. Vraiment idéologiquement, historiquement. Enfin bon, on va pas refaire un cours d'histoire, mais c'est incroyable. C'est un moment d'histoire. Le Parti travailliste. On parlait d'un ébranlement. C'est un effondrement, c'est la fin. Mais ça a été préparé. Par l'ébranlement d'abord économique, c'est-à-dire que la mort des kibbutz et le développement d'une économie à l'américaine très inégalitaire, et deuxièmement par le rapport, et là ça m'a amusé quand j'ai vu, ça m'a amusé amèrement si j'ose dire, parce que vous vous souvenez, on a eu une discussion comme ça ici avec Nadir, où Nadir disait mais les peuples veulent la paix. Et moi, je lui rétorquais non, les peuples veulent l'affrontement. Et là, on est typique. Pour vous, le résultat des élections prouve que le peuple israélien... Attendez, là, on donne le droit de vote à Gaza. Ils votent pour le Hamas. Qui est mais il y a d'autres raisons, c'est pas la guerre. Ils n'ont pas voté pour la guerre. Mais il y a toujours d'autres raisons. Ils ont voté en réaction justement au Fatah. Parce qu'ils dénonçaient le Fatah. Je suis d'accord. Le corrompu, pas parce qu'ils voulaient affronter Israël. Je suis d'accord. N'empêche qu'ils votent pour l'islamiste et celui qui veut la guerre. Et en Israël, ils votent à droite. Jamais les élections n'ont été aussi à droite. Jamais. Ils votent pour Lieberman notamment. Ultranationaliste. Qui devient le 3e parti devant le Parti travailliste. Et qui devient l'arbitre gouvernemental. Exactement. Donc soit on aura un gouvernement, et je finis, soit on aura un gouvernement le plus à droite qu'Israël ait connu, c'est-à-dire Likoud de Netanyahou chasse le parti ultra-religieux et Lieberman, soit un accord avec Kadima, un parti centre-droit, centre-droit. Avec les travaillistes. Non, c'est même pas sûr, ils n'ont pas besoin des travaillistes. Voilà. Tout est possible. Donc là, je crois que le fameux processus de paix dont on se gargarise, en particulier dans les médias français, c'est complètement mort et non avenu. Voilà, alors, est-ce qu'on peut poser la question à Éric? Est-ce que ce n'est pas la faute de la gauche d'avoir perdu les élections de cette façon? Parce que la gauche, depuis 20 ans, ne s'est pas renouvelée. Oui. C'est comme notre histoire de Fatah, ça. Elle s'est enlisée dans des batailles de chefs. C'est pas faux, c'est pas faux, mais je crois que c'est plus profond que ça. Est-ce qu'on peut dire également que ce sont les faucons qui sont toujours en pointe, parce que ce sont eux, en général, qui signent la paix? Je pense qu'il y a aussi une transformation d'Israël. On disait c'est la fin du Parti travailliste, c'est la fin de l'idéologie. Le sionisme est une idéologie de gauche, socialiste. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a radicalement changé et qui n'est plus du tout dans cette idéologie social-démocrate, de gauche, etc. Et en pleure Sharon. Exactement. Mais Sharon paraît un modéré absolument pour maintenant, par rapport à l'évolution. On va laisser la parole à Nadir Djellal. Vous venez tous les deux de le souligner, mais ce résultat des élections, quel que soit le gouvernement qui sera formé demain, de toute façon, fait reculer le processus de paix. Qu'est-ce que peuvent faire les diplomates, si j'ose dire, face à une situation interne où, effectivement, quel que soit le gouvernement, ce sera, pour reprendre l'expression du Caventure, des faucons.
Vous entendez par qui, par diplomate? Les États-Unis, l'Union européenne, les gens... La communauté internationale, comme dirait Bolton. Ça, je vous laisse la responsabilité de votre mot. Quand Bolton sera là, je lui aurai pas traité. Premièrement, non, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, moi, je trouve que le score de Lieberman est très inquiétant. Ça, c'est une première chose. C'est intéressant en même temps sur le révélateur. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je suis d'accord. Il a fait campagne sur un thème essentiellement. Il a fait campagne en stigmatisant la minorité arabe. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant. Voilà. En stigmatisant la minorité arabe, il souhaite l'expulsion des Arabes d'Israël. Il souhaite, concernant Gaza, éliminer le Hamas en lançant la bombe atomique. Et bien entendu, avec lui, il n'y a pas de concession avec pas de concession territoriale avec les Palestiniens. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que Lieberman est arrivé en Israël en 1978 et il remet en cause le patriotisme et l'attachement de la minorité arabe à l'État d'Israël. Je pense que Lieberman ne connaît pas très bien l'histoire d'Israël. Quand on sait qu'en 1948, quand l'État d'Israël est né, des Palestiniens ont choisi de rester et de devenir citoyens israéliens. Donc il joue sur les craintes et il surfe un petit peu sur les craintes sécuritaires, sur les craintes sur le plan sécuritaire des Israéliens. Deuxième chose concernant les diplomates. Ce qui est intéressant, c'est que on a souvent dit ici que les États-Unis sont le principal soutien d'Israël. On constate que les États-Unis, ont choisi une autre voie sur le plan diplomatique. Les États-Unis souhaitent relancer le processus de paix et souhaitent aussi lancer un dialogue avec l'Iran. Or, il se trouve que ce sont deux options qui ne sont pas à l'ordre du jour, que ce soit de Benjamin Netanyahou et de Lieberman. Donc, ce sera très intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment va évoluer la relation entre les États-Unis et Israël. Ça va pas être simple pour Obama et son équipe. Luc Lamanture veut dire un mot? Non, là-dessus, non. Sauf que peut-être au niveau des petits jeunes, et notamment de la gauche israélienne, qui va prendre très très mal une alliance avec Lieberman. Je me demande s'il n'y aura pas un grand remue-ménage à gauche pour essayer de faire émerger un autre courant, en tout cas une autre façon de penser. Moi, je voudrais très vite, parce que Bolton dirait que c'est mon obsession. Je pense qu'on ne peut pas, la démographie. Voilà, on ne peut pas détacher le vote Lieberman de la vraie angoisse démographique des Israéliens, c'est-à-dire que vous avez bien compris qu'ils sont un îlot juif au milieu d'une population arabe, et surtout cette population arabe israélienne qui est 20% aujourd'hui, qui sera 30% demain, et je pense que c'est le vrai drame existentiel israélien, c'est que vont-ils sacrifier? C'est-à-dire que, est-ce que c'est leur principe démocratique? Et dans ce cas-là, ils risquent d'avoir une énorme minorité arabe en leur sein, ou alors est-ce qu'ils vont privilégier l'aspect juif de l'État d'Israël, puisque c'est ça l'origine même évidemment du sionisme, et dans ce cas-là, ils seraient tentés par des démarches presque d'apartheid, vous voyez, et qui ruineraient leur principe démocratique. Là, il y a un choix cornélien. Alors là, ça n'a jamais été aussi approprié, et qui est terrible et qui explique, d'après moi, l'explosion de Lieberman. Il faut pas oublier aussi, que l'affluence des événements de Gaza sur le vote, parce qu'on sait qu'à chaque conflit, il y a un glissement à droite. C'était le cas en 77 avec la victoire du Likoud. En réaction, attendait au moment de la guerre à Gaza que cette espèce d'escalade de la violence était due au fait qu'aucun parti ne voulait paraître tiède face au Hamas. Oui. Non, on se retrouve devant ce résultat. En fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce glissement, à chaque conflit, il y a un glissement à droite, comme je le disais. Il y a eu un glissement à droite déjà en 77 avec la victoire du Likoud, une réaction décalée quand même en réaction à la guerre de Kippour. Ariel Sharon, quand il prend le pouvoir en 2000, c'était suite à la seconde Intifada. Donc c'est vrai qu'il y a ce glissement à droite à chaque conflit. Mais ce qui est aussi dramatique pour la gauche et notamment pour le Parti travailliste, c'est que le chef du Parti travailliste
était aussi le ministre de la Défense, Ehud Barak. Et Ehud Barak espérait tirer les bénéfices électoraux de l'intervention militaire à Gaza. Finalement, ces bénéfices ont été récoltés par Lieberman et Netanyahou. Alors, Anastasie, vous voulez dire un mot ? Je voulais juste dire que je remarque que les analystes n'en finissent pas de parler du défi sécuritaire d'Israël, en oubliant l'aspect quand même économique qui est particulièrement délicat et compliqué dans cette région, le chômage galopant, la baisse en Israël, la baisse du revenu moyen qui a encore baissé pendant le quatrième trimestre 2008. Donc ça, ce sont les réalités israéliennes. Tout à fait raison, Anastasie. Il y a deux choses, en fait. On va peut-être la laisser finir, Eric, si vous voulez. Elle a fini. Mais j'avais terminé. Merci. Bon, alors, Eric, allez-y, pour finir. Je bois ses paroles, donc du coup, je sais quand elle a fini. Essayez de les boire jusqu'à la ligne, comme on dit. Non, très vite, c'est la situation israélienne est très paradoxale. Oui. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est exactement lié à ce que je disais de la fin du sionisme réel. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu depuis 15 ans un accroissement considérable des inégalités. Oui. Donc l'abaissement du niveau moyen, etc. Vous avez tout à fait raison. Et en même temps, il y a une économie qui réussit dans le domaine des biotechnologies, etc., qui est inouïe, c'est-à-dire qui est à la pointe mondiale. Exactement. C'est pour ça, et c'est pour ça que les travaillistes perdent. Parce que c'est le contraire de la société qu'ils ont créée. Alors, sur cet aspect économique et social, il est intéressant de noter que la base électorale du parti David Gor Lieberman, Israël Beitenu, est composée d'immigrants russes. Et ce sont eux les laissés pour compte. Voilà, les laissés pour compte de la société, de la croissance israélienne. Et ils ont voté aussi. Parce qu'il y a beaucoup de types de très haut niveau de diplômes du temps de la Russie et qui sont dans la biotechnologie, etc. La majorité quand même ont une situation. Il y a un prolétariat russe, mais il y a aussi des élites qui ont beaucoup servi à ce développement-là. Est-ce qu'on peut dire que, pour terminer ce chapitre, si tu en es d'accord, qu'on va voir un de ces gens faire l'achat de venir Premier ministre d'Israël? Alors, rire gêné. Alors là, c'est un vrai prolétariat israélien. L'effet d'achat. Tout à fait. Beaucoup de mal à s'intégrer. Ils ont beaucoup de mal. Exister. Mais même à s'intégrer, c'est très difficile pour eux. Alors là, c'est un autre sujet. On y reviendra une fois encore, parce que malheureusement, ce sont des thèmes d'actualité qui reviennent en boucle. En tout cas, pour ce qui concerne Israël, le conflit palestino-israélien, etc. Je voudrais qu'on aborde, si vous voulez bien, le voyage surprise de Nicolas Sarkozy, cette semaine en Irak. Alors moi, j'ai un peu envie de demander à Nadir, c'était une façon de clore la brouille entre l'Irak et la France, puisque le gouvernement irakien avait peu apprécié l'attitude française au moment de l'intervention américaine. Est-ce que vous pensez que ça va suffire, ce voyage? Tout à fait. Je pense que c'est un voyage qui a pour but de tourner la page. Depuis 2003, du côté Sarkozy, c'est clair. Du côté irakien, vous pensez que ça va être suffisant? Écoutez, c'est déjà un début, parce que c'est vrai que depuis 2003, la France a perdu beaucoup de terrain en Irak. Les autorités de l'Irak, de l'après Saddam Hussein, c'est vrai, on voulait beaucoup à la France après son refus de l'intervention américaine, mais aussi en raison de ses liens historique avec le régime de Saddam Hussein. Il faut rappeler que dès les années 70, la France est devenue le premier partenaire de l'Irak. Saddam Hussein effectue une visite en France en 1972 et cela a abouti à la signature de contrats. Dès 72. Je me souviens de 1975 avec Chirac, quand Chirac est Premier ministre. Non, c'est en 1972, ouais. Et cela avait abouti à la signature de contrats dans le domaine économique et militaire. La France est devenue par la suite le premier fournisseur d'armes à l'Irak. Donc, c'est vrai que dans ce contexte, les autorités irakiennes en voulaient beaucoup à la France, mais avec l'élection de Nicolas Sarkozy, je veux dire, il y a un nouveau, la page semble tourner. Nicolas Sarkozy fait plusieurs constats, c'est que la situation est favorable à un retour de la France. Premièrement, parce que il y a un calendrier de retrait des troupes américaines. Deuxièmement, la situation sécuritaire s'améliore. Et troisièmement, malgré ces difficultés, l'Irak est un pays très riche et les opportunités sont immenses pour les entreprises françaises. Justement, Blick l'Aventure, Nicolas Sarkozy a proposé une collaboration pour la reconstruction économique de l'Irak. Il n'est pas trop tard déjà? Les intérêts économiques ne se sont pas déjà installés dans le pays? On n'arrive pas un petit peu comme la cavalerie américaine là?
Ben, la cavalerie, même quand elle arrive à la fin, elle remporte la mise. Donc... Normalement, c'est trop tard. Hein. Si je me souviens bien mes vieux westerns, on ne doit pas avoir les mêmes références. Bon, mais je crois que l'intelligence du président de la République, qui est d'abord un redoutable tacticien en matière économique, c'est de ne pas effectivement laisser la France dans l'état où elle était sur le plan diplomatique. Souvenez-vous de ce qu'on disait l'autre jour. C'est vrai qu'en Afrique, on a perdu notre présence un peu à cause de notre arrogance. Je pense que sur ces terrains qui sont des terrains militaires, a priori, il y aura une bulle économique, une bulle financière, une manne à récupérer. Et je pense que il pratique la politique du pied dans la porte, qui permet de dire attention, nous sommes là, nous voulons être dans le tour de table et ne nous oubliez pas. Et je pense que c'est une opération réussie. Alors, ça m'amène encore une question sur cela. Anastasie, en même temps, on sait très bien que les États-Unis ont beaucoup investi, notamment économiquement en Irak. Est-ce que ça ne peut pas être interprété comme un geste inamical vis-à-dire des États-Unis ? Écoutez, je vois pas pourquoi ce serait les Américains ne savent pas faire ça, vécu comme ça. Et je crois que les Américains ont pas mal de chantiers eux-mêmes dans leur propre pays. Et je pense que deux démocraties qui seraient alliées en Irak, ce serait pas trop. Ça serait pas trop. Je pense que sur le plan économique, et je pense que c'est ça l'intelligence de la France là-dessus, c'est de dire il n'y a pas qu'un axe américain. Absolument. Et nous représentons avec l'axe Bonn-Paris un élément qui permettra de faire sortir les choses par le haut. Et c'est vrai quand je dis que les Américains ne savent pas faire sur ce type de relation avec les pays dits émergents, etc. Je pense que la France a une réelle capacité à faire, pas ouvrir, mais à faire évoluer le débat. Éric Zemmour, vous pensez à le côté un peu très optimiste, je trouve, de Luc Laventure. Pas naïf. Vous pensez que... Je suis pas dit naïf, je dis très optimiste. C'est moi. Je sais qui est mon patron. moi, j'ai le droit de dire naïf. Voilà, c'est toute la différence entre nous. Plaisanterie mise à part, c'est pas un peu naïf ou optimiste, ça? Parce que finalement... je voudrais distinguer plusieurs choses. Un, sur le plan économique, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, parce que les Français ont un vrai savoir-faire. On nous dit tellement qu'on est nul en tout, mais là on a un vrai savoir-faire eau, énergie, pont, enfin génie sur le plan industriel. Oui, enfin sur le plan industriel. Oui, c'est ça, transport, enfin vous voyez, c'est vraiment nos points forts. Non, justement, je distingue. Ouais. Je distingue. Oui. Sur ce plan-là, en gros, Bouygues, Veolia, enfin bon, je sais pas. Bon, on sait pas de pub ici, hein. Merci. Bon. C'est le service public encore. Pardon. B, 3 petits points, V, voilà, 3 petits points. C'est ça. Donc ça, c'est un plan économique. Deuxièmement, je pense que c'est à remettre en perspective avec, d'ailleurs on peut s'en réjouir ou s'en lamenter, ça c'est une discussion après. Mais en tout cas, c'est d'après moi à remettre en perspective avec le retour la même semaine de la France dans les instances intégrées de l'OTAN, qui est un geste, en tout cas d'amitié, si j'ose dire, vis-à-vis des États-Unis. Moi, j'aurais tendance, certains auraient tendance à dire de soumission, mais en tout cas, ça serait mon premier réflexe. Mais en tout cas, disons d'amitié pour être politiquement correct. De Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Ah, exactement. Mais en tout cas, c'est dans ce cadre-là. Donc, je pense, comme Anastasie, que les Américains n'y verront pas malice. Puisque on fait allégeance entre guillemets avant et que donc c'est dans un cadre d'allégeance, c'est pas dans un cadre d'affrontement. Voilà. Troisièmement, il faut dire pas en frontal. C'est ça. On arrive. Troisièmement, il faut dire que c'est permis parce qu'on a tellement brocardé et insulté ici ce pauvre Bush que c'est permis parce que il a rétabli in extremis et par miracle la situation en Irak. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il a gagné la guerre, etc. Mais... Non, mais grâce à l'intelligence du général... Petrus. Voilà. On est d'accord. Donc, en tout cas, par miracle, il a réussi à rétablir une situation qui était complètement perdue. Voilà, exactement. Bon, en fait, les Américains se sont aperçus depuis que le problème n'était pas l'Irak, ce que les Français leur avaient dit, mais l'Afghanistan, et même que le problème n'est pas l'Afghanistan, mais le Pakistan. Mais c'est une autre... c'est une autre discussion. C'est une autre discussion. Ici, effectivement. Voilà. Alors, Nadia Djenad veut dire un mot ?
Oui, je pense que les États-Unis n'ont plus une grande influence maintenant sur l'attribution des contrats en Irak. Il y a aussi un contexte, il y a aussi un contexte politique irakien. J'entendais le Premier ministre Nouri al-Maliki cette semaine dire que c'est fini les pressions sur nous. Et tu nous crois sommes. On peut quand même. C'est une collection de naïfs ici. C'est une émission. Non. Moi, j'écoute ce que les responsables politiques. Enfin, je sais pas. C'est le Premier ministre irakien. Si vous croyez, ça ira mieux, mais c'est pas vous qui le semble croire. Voilà. Dans ce cas-là, on croit personne. Alors, aucun responsable politique. Moi, la règle, c'est la phrase de Talleyrand. La parole a été donnée par Dieu aux hommes pour dissimuler leurs pensées. Non, mais je sais que vous attribuez aussi beaucoup de crédit aux responsables politiques. Alors. Mais oui, mais là, en l'occurrence, quand le Premier ministre. Je pense qu'on va y aller les troupes américaines, il est pas libre. Ce que je veux dire, c'est que l'Irak, ce que je veux dire qu'aujourd'hui, plutôt que cynique. Je pense, moi, que les autorités irakiennes aujourd'hui cherchent à s'affranchir de la tutelle américaine et cherchent à diversifier les partenaires, et c'est favorable, à la France. À l'arrivée d'autres pays, dont la France. Oui. Bon, alors, je vous avais dit avant, vous voyez, je ne suis pas menteur, je tiens mes promesses, il nous reste un petit peu de temps pour parler de cette rubrique, ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté. Comme je sais qu'Éric Zemmour adore cette rubrique, je vais lui demander ce qu'il a détesté d'abord, parce que je sais qu'il aime jamais rien. Alors autant qu'il nous parle de ce qu'il a détesté. C'est vrai que je déteste cette rubrique, ça m'énerve. Oui. Mais là, j'ai trouvé quelque chose, et je vais m'en prendre à mes confrères. J'ai détesté le fait que tous les médias, tous les journaux disent, vous savez, pour les événements de Madagascar, le nom de la capitale Antananarivo, on dit Antananarivo, je trouve ça grotesque. C'est pourtant le nom. Oui, mais alors vous dites Roma aussi? Comment vous dites? Moi je dis Rome, excusez-moi, je dis pas Roma. Donc je dis Tananarive. C'est comme ça qu'elle s'appelle en français. C'est comme ça qu'elle s'appelait du temps de la colonie. Et oui, mais de la France. Non, mais c'est un nom français. Mais comment on vous appelle, vous? Comment vous vous appelez? Je suis pas un nom de ville, moi. Mais non, mais vous avez un prénom qu'on prononce à la française. J'ai un prénom à la française. Bah oui, voilà. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Vous dites pas Roma pour dire la capitale de l'Italie. Rome. Vous dites Rome. En gros, ce que vous reprochez. Voilà, donc non mais ça m'agace que c'est du snobisme de journalistes. C'est du respect, moi je trouve. Non, c'est pas du respect, oui, mais c'est ce que je dis, c'est le respect de toutes les différences, et ça commence à m'exaspérer. Alors, c'était ça votre coup de gueule. Vous n'avez rien aimé comme d'habitude. Hein. Bon, on va passer à Nadir. Bon, on vous connaît, on sait comment vous êtes. Nadir. Écoutez, à dire vrai, j'ai pas beaucoup réfléchi à la question. C'est quand même drôle parce que vous me parliez la semaine dernière de la circulaire Besson, mais lui, il m'en parle pas de la circulaire Besson. Ça vous fait quoi, vous, de cette circulaire qui dit ben voilà, on va donner une carte de séjour temporaire à tous ceux qui dénonceront leurs passeurs quand ils arrivent sur le sol français? Je trouve ça inutile. Encore une mesure inutile. On l'a déjà évoqué ici. L'arsenal législatif en matière de lutte contre l'immigration illégale est assez important. Je ne vois pas pourquoi rajouter quelque chose si ce n'est, si ce n'est la volonté d'un nouveau ministre de l'immigration et de l'identité nationale qui cherche à s'affirmer. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup de mal, en fait. Je l'ai déjà dit ici. Et à arrêter les clandestins et à les Franchement, Eric, vous voyez des gens dénoncer les passeurs quand leur famille est restée au pays? Attendez, leur famille, et alors, quel rapport? C'est secret. La dénonciation est secrète. De toute façon, vous n'allez pas plaindre des passeurs. Non, je ne comprends pas votre. Je trouve que la mesure paraît assez inefficace parce que je vois mal les gens arriver à dénoncer leurs passeurs. Luc Laventure, il voulait nous parler des bons sondages de Ramayad, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'était un petit clin d'œil sympa, un petit coup de cœur. Voilà, quelqu'un qui s'oppose un peu au président. Non, faut pas dire cela. Et je pense que Rama, c'est une bonne. Vous voyez comment il en parle, hein, il se connaît un peu. Non, je trouve. C'est une petite sœur, disons. Oui, non, je pense que les bons sondages de Ramayad sont intéressants parce que cela prouve qu'on est véritablement dans une démocratie et qu'on n'est pas dans un rapport d'affrontement et qu'effectivement on peut avoir une posture, on peut avoir une réflexion, on peut avoir une attitude sans que ça ait des effets extrêmement négatifs et que la foudre ne vous tombe pas dessus. Premier élément, ce que je déteste, c'est le côté schizophrénique
de la vision de mes confrères quand ils parlent des Antilles, avec d'un côté les bons, d'un côté les mauvais, d'un côté les méchants, alors qu'effectivement, nous sommes concentrés véritablement du 21e siècle, nous sommes concentrés du monde moderne, nous sommes concentrés de la mondialisation et nous sommes aux avant-postes de la mondialisation. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est qu'on passe notre temps à dire que, enfin, les commentateurs bien pensants passent leur temps à dire que la France est un pays raciste, et alors elle met en tête de ses ministres Ramayad. Quand on leur demande les plus populaires, c'est Yannick Noah et Zidane. Comme pays raciste, on fait mieux. Hein. C'est plutôt bien, non? C'était ironique. Mais bon, d'accord. Ah bon, j'avais pas tout compris. Ah là 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 là. Anastasie, mot de la fin, c'est pour vous. Aïe 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 aïe. Voulez-vous? C'est désespérant. Désolé. Je vais dans le sens de Luc. Moi, ce que j'ai noté, ce sont les bons sondages de Ramayad que j'ai pu recevoir sur Africa numéro 1. C'était assez particulier parce qu'elle venait en représentant la France et elle est objectivement, enfin voilà, elle vient d'ailleurs. Et ce que moi, ces bons sondages me disent, c'est que il semblerait qu'elle commence à exister par elle-même. Il semblerait que le symbole commence à bouger et que au fond, ces sorties qu'on a pu lui reprocher finissent par la faire passer face au déboire de son ministre de tutelle pour une femme fraîche dans son mouvement politique, vraiment véritablement engagée dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle est, et c'est ce qui m'a marqué. Son mauvais caractère la sert, quoi. Bon, voilà. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est même pas ce que exactement je ce qu'a dit Anastasie. Éric Zemmour est un peu comme la mouche du coche, il veut toujours avoir le mot de la fin, mais pour cette fois, ce ne sera pas lui, ce sera moi. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et merci de votre fidélité.